Jacques-Marie Boer, et qui est un libraire bibliophile, n'arrête pas de dire dans leur séance de conversation, mais lisez Mein Kampf. Tout est écrit dans Mein Kampf. On lui dit non, mais c'est illisible, c'est écrit dans charabia. Oui, c'est écrit en charabia. Ça part dans tous les sens. Mais ce qui est écrit, évidemment, il y a l'antisémitisme, mais il y a surtout la francophobie, c'est-à-dire la haine des Français, la volonté d'asservir la France. C'est écrit, il faut le lire. Et de la même manière, moi je vous dis, je ne suis pas un sur Valentin, mais je vous dis, Poutine, lisez, c'est sur Internet, mais c'était dans le Figaro hier, dans le Libération, son discours au Parlement russe, où il dit, là où vous comprenez qu'il n'y a pas que l'Ukraine qui est en danger, il y a la Russie qui est en danger, et puis un certain nombre de pays autour, où il dit, il faut purifier la Russie. C'est quand même extraordinaire. Il faut la purifier. La Russie ou l'Occident? Non, la Russie qui après s'en prend à l'Occident pour dire, la guerre qu'il faut mener, c'est pas contre l'Ukraine, c'est contre l'Occident, on va leur corrompu, etc., etc. Donc là, vous comprenez exactement quel est son but. Hein. C'est pas d'encercler Mariupol, ça va bien au-delà, bien au-delà. Mais encore faut-il pousser les gens à lire. En 1930, il y avait moins de moyens de communication qu'aujourd'hui, mais aujourd'hui, c'est impardonnable de ne pas savoir. Vous cliquez sur Figaro.fr sur votre ordinateur, votre téléphone, vous l'avez, le discours. Vous l'avez, il est partout, ce discours. Et il vous prévient de son but. Donc ce n'est pas la peine de demander aux spécialistes et aux géopoliticiens d'interpréter, de savoir combien il y a de troupes, etc. C'est dit par c'est même pas de la propagande, puisqu'il y a 20 ans, il disait ça déjà. Et quand des gens ont alerté, quand il y a eu l'affaire tchétchène, quand il y a eu l'Ossétie du Sud, quand il y a eu la Tchétchénie, bon, on disait la Tchétchénie, après tout, c'est des musulmans, puis c'est des intégristes, des islamistes. Donc c'est vrai que c'était déjà le début. Ce qui est très intéressant, c'est que, au fond, toutes ces alertes tombent dans le salon de conversation, et puis elles sont tenues pour rien. Enfin, on s'en dégage. Stéphane Zweig n'est pas si intéressant que ça. Oui. C'est une mise à distance des choses qui peuvent déranger. Mais parce que, et ça c'est tout à fait réel. C'est très intéressant. Je me suis beaucoup intéressé à la réaction des Allemands en leur temps, pas par la suite. Non. Moi, je suis obsédé par l'anachronisme. Donc tout ce que je dis, y compris la rivalité entre les deux championnes de tennis de l'époque, pour savoir s'il fallait porter une visière ou un bandeau. Il y avait toute une controverse là-dessus. Bon, ça date de l'époque, y compris les chansons de l'époque. Voilà, l'anachronisme, quand je reçois une lettre de lecteur me disant « Ah, c'est pas possible, parce que ça n'existait pas encore ». Ça, pour moi, c'est une cause de suicide. Voilà. Donc, ça peut aller loin. Une fois, j'ai reçu pour la biographie d'Hergé, j'ai reçu beaucoup de lettres, et un lecteur qui me dit « Cher monsieur », les lettres commençaient mal. « Cher monsieur, en tant que polytechnicien, virgule, oh là là. En tant que polytechnicien, virgule, un détail m'a sauté au nez dans votre biographie d'Hergé. 2 points. Vous dites que le château de Moulinsart a 39 marches. Pas du tout, puisque le modèle du château de Cheverny a 37 marches, je les ai comptées. Bon, et c'est tout le temps comme ça. Bon. Donc là, même pour un roman, j'ai très peur du lecteur qui me dira « là, c'est pas possible ». Remarquez, parfois on a des bons souvenirs avec ça, avec les remarques des lecteurs. Je me rappelle d'une conférence où je parlais de, je ne sais plus quel livre, c'était en Suisse, à Genève, et il y a une dame qui se lève et qui me dit je vous ai écrit il y a 1 an. Ah bon, d'accord. Oui, je vous ai fait remarquer qu'à la fin de la page 123, à la fin, il manque une ligne. Et je dis oui, ça y est, ça me revient. Elle me dit oui, mais vous m'avez répondu en me disant je vais vous envoyer la ligne, mais je n'ai jamais reçu. J'ai dit oui, d'accord. Le problème, c'est que j'ai demandé à l'éditeur, et je crois que c'est la machine qui a mangé les lignes, ça peut arriver.
Et j'étais incapable de reconstituer la ligne. Et donc je dis, mais je vais vous arranger ça. Évidemment, ça m'a échappé. Un an après, toujours à Genève, elle était là. Elle m'a dit, vous n'avez toujours pas trouvé la ligne. Donc il y a des bonnes surprises avec les lecteurs. Ce qui est intéressant dans le livre aussi, c'est la présence d'Allemands que le héros les oblige à parler en français en disant que le paquebot, c'est le représentant de la France. Ils acceptent, donc on a accès à ça. Comment ils sont entrés dans le bateau, les Allemands? Ah non, c'est des voyageurs. Certains sont invités parce que, bon, ceux-là, ce sont des industriels. Dans la grande période cosmopolite. C'est quand même c'est la mondanité. C'est la même classe sociale. Si ça se trouve, c'est des gens qui chassent ensemble. Oui. Parce qu'il ne faut pas oublier que la chasse à courre va être interdite quand Hitler sera au pouvoir. Il va l'interdire. Donc, dans les grandes familles aristocratiques allemandes, on avait l'habitude, par la suite, de chasser en France. Donc ça noue des liens. C'est intéressant. Oui, ça noue des liens. Bon, c'est une société européenne. C'est ça aussi qui m'intéressait. C'est de montrer ce que Zweig a appelé par la suite le monde d'avant, c'est-à-dire l'avant 14, mais qui existait encore dans les années 30, c'est-à-dire une vraie société européenne, avec des valeurs communes, avec des références communes, avec des lectures, des communes. Bon, il y avait tout ça. Ça existait. Et ils se retrouvent dans ce bateau. Et ces deux Allemands sont des industriels de la Ruhr, puissants, évidemment, très riches, etc., mais qui s'intéressent beaucoup à la politique, qui sont cultivés, et l'un des deux va nouer des liens avec mon héros et mon personnage principal. Et ces deux-là disent, quel est leur discours? Vous vous excitez beaucoup autour d'Adolf Hitler. Bon, il ne faut pas en faire des tonnes. Qu'est-ce qu'il va faire? Parce qu'il va prendre le pouvoir. Parce qu'à ce moment-là, on ne se demande plus est-ce qu'ils vont arriver au pouvoir. On a les résultats des législatives, ils seront au pouvoir. Hitler ne va pas être élu, il va être nommé. Bon, ça revient au même. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Et les deux Allemands disent, quand Hitler sera au pouvoir, il va ramener l'ordre. Puisque pour nous, la République de Weimar, c'est la chienlit, c'est le désordre, c'est le chaos. Il va ramener l'ordre et la paix. Pour l'économie, c'est très bien. Les autres lui disent, mais enfin, vous avez quand même vu son programme, pas seulement Mein Kampf, mais son programme politique. Il va interdire toute vie démocratique, il n'y aura pas d'autre parti que le parti officiel, il va censurer les journaux. Vous allez voir, ça va très vite, et c'est ce qui s'est passé très rapidement. Et les autres lui disent, vous inquiétez pas, c'est vrai que c'est un excité, qu'il fait des discours un peu hystériques, c'est son charisme, mais surtout, on le contrôle. On saura le calmer. Oui. Bon, on connaît la suite. Oui. On est au début d'un livre tellement riche. Alors, juste quelque chose sur la trame de ce danger permanent à la fois c'est le danger permanent de la situation politique en Europe et le danger permanent de ce bateau qui est le représentant de la France et ce danger permanent qui y a tout au long du livre. On peut dire qu'il va faire naufrage. Ah oui, c'est écrit sur la quatrième couverture. Vous savez, le Titanic, là on est 20 ans après le Titanic. 20 ans après. C'est encore dans toutes les mémoires. Ouais. Vous savez, il y a des gens 100 ans après qui se rappellent du bazar de la Charité. Donc le Titanic, 20 ans, c'est hier. Et je me suis rendu compte que, en fait, les naufrages, les incendies à bord, c'était assez courant, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer aujourd'hui. Bon, surtout les incendies, parfois même de bateaux qui sont hackés. Et Antoine Gallimard, hier, tu as posé une question, je te repose, pour moi, c'est l'incendie du bateau, c'est un accident ou c'est un attentat? Alors, il y a eu... Bon, le bateau a fait naufrage, 40 morts sur 1000 personnes, c'est pas beaucoup. 40 morts à peine, j'allais dire, mais 40 morts de trop. Mais ça a fait beaucoup parler, parce que dans les 40 morts, il y avait Albert Londres. Et là, ça a été les gros titres des journaux de l'époque. Et beaucoup de gens ont dit, c'est un attentat contre Albert Londres, etc. Alors, le délire a commencé. D'ailleurs, les bateaux qui étaient autour
donc au large d'Aden, et qui ont secouru les rescapés. Le premier, c'est un cargo soviétique, déjà des Russes. Bon. Donc, évidemment, ça a fait fantasmer beaucoup de gens. C'est... À l'époque, là aussi, le complotisme existait déjà. Ce n'est pas une notion d'aujourd'hui. Donc, tout ça a pris forme avec la presse, mais de toute évidence, et j'ai pris le dossier des assurances, j'ai regardé partout, etc., c'est du fantasme. Le bateau a eu des problèmes électriques depuis le début. Georges Philippard était le président des messageries maritimes, une grosse compagnie maritime à Marseille, était également président du comité des armateurs et également président du Bureau Veritas. C'est un conflit d'intérêts qu'aujourd'hui on ne pardonnerait pas. Et à l'époque, c'est passé et le bateau a été vérifié, à mon avis, avec beaucoup de complaisance, mais ce n'est pas que mon avis, hein. À l'époque ça a déjà été dit. Il y avait notamment des problèmes électriques, ce qui fait que, de temps en temps, eh bien, dès le début, c'est pas normal qu'une liseuse, que les plombs sautent, quand on essaie de l'allumer, eh bien, c'est ça qui a fait couler le bateau. C'est la liseuse de Madame Valentin, cabine 23, parce que ce soir-là, elle appelle le veilleur de nuit, Monsieur Profisi, et elle lui dit, mais écoutez, j'en ai marre, je vais aller lire sur le pont, parce que regardez, et là il s'approche, il lui dit, mais attends, il y a le feu, elle dit, mais écoutez, il y a un interrupteur, j'ai essayé, il y a du papier dedans, je ne sais pas qui a mis du papier, c'est pas possible, quoi. Et c'était pas la seule à qui c'était arrivé, donc l'iseuse ne marchait pas pour la même raison. Et le feu a pris en quelques minutes, tout simplement, parce que c'était un tel luxe que toutes les cabines, tout le pont des premières était en acajou. C'est une folie. Une allumette et ça prend feu. Ça aurait été bien, on va avoir une pensée émue pour Edmond Charleroux, qui est fille d'armateur marseillais. Voilà, elle aurait pu nous en dire encore plus. Tu aurais pu, non, mais ce qui est bien avec un Pierre Assouline, c'est que, je veux dire, c'est un monde dans un monde et dans un monde. Vous êtes sûr, si vous faites une croisière, n'emportez que le paquebot.